Allons-y. Donc, notre association est vouée à enrichir, réinventer, reformuler, refonder un courant social-démocrate en France, qui est un courant qui ne se porte pas très bien, en tout cas dans les sondages. Et donc, on a commencé il y a 2 ans, on a tenu des centaines d'auditions, on a tenu beaucoup de réunions, on a produit des textes et des plateformes, des propositions, des programmes, et on va maintenant continuer. Évidemment, nous sommes suspendus à ce qui se passe pendant la campagne électorale et au scrutin, résultat du scrutin. On verra, Alors, j'ai pas compris, pardon. Qui est-ce qui n'a pas compris? Allô? Oui. Il y a quelqu'un qui parle. Je pense qu'il faut que tu mettes en mute ton ordi. Je croyais que c'était moi qui ne l'avais pas compris. Je me demande si tu n'as pas des jours enfants malades quand c'est comme ça. Valérie, est-ce que tu peux mettre en mute Ça risque de devenir gênant. Je voulais le faire à la… En fait, est-ce que tout le monde, s'il vous plaît, parce que j'étais en train de le faire à la main pour ne pas couper nos 2 interlocuteurs, peut se mettre en mute le temps que Laurent et Pierre fassent son propos introductif et puis se remettent ensuite pour l'échange. Bon, je fais de toute façon. OK. Bon, ben… Vas-y, Laurent, oui. Oui, ben, j'ai terminé. Enfin, bon, on se connaît un peu. Évidemment, notre question qui court dans nos interrogations et dans nos propos, c'est pourquoi est-ce qu'en France, on a cette particularité, finalement, par rapport à beaucoup d'autres pays en Europe, qui est d'avoir maintenant un courant socialiste ou social-démocrate si faible, en tout cas qui menace d'être si faible. Donc voilà la question de base. Et donc, je vais passer la parole à Pierre, puisqu'il est un expert en cette matière. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde à nouveau. Alors, expert, je ne sais pas, parce qu'en tout cas, si j'étais expert, peut-être que les réponses auraient été publiées et probablement suivies. Mais en tout cas, avoir un avis sur la question un peu averti du fait de mes fonctions, de mes activités et aussi de mes centres d'intérêt, évidemment que je pense que ça peut apporter quelque chose. Je suis d'un peu loin ce que font les engagés et je trouve que la démarche est fort à la fois belle et utile. Parce que je constate à la fois beaucoup de belles idées, beaucoup d'humilité, et des choses qui font qu'au-delà de la petite phrase, on a plutôt des grandes réflexions et c'est évidemment comme ça qu'on peut avancer et pas du tout à coup de, comme on dit aujourd'hui, de punchline ou de tweet. Alors, est-ce que la France est un pays à part qui se protège de l'intelligence qui existe dans d'autres pays d'Europe et notamment ceux qui sont gouvernés par des partis socialistes ou sociodémocrates qui gagnent les élections les unes après les autres? C'est une grande question. Pour arriver à le faire sans être trop long, je pense qu'il faut d'abord commencer par des éléments de définition des mots, parce qu'on sait qu'au fil du temps, le terme social-démocratie prononcé en France n'a pas toujours été vu comme quelque chose de positif. Finalement, depuis les origines, il y a une différence, on peut dire, d'ordre du fonctionnement. Alain Bergogneau et Gérard Grunberg faisaient une différence entre socialisme, social-démocratie et travaillisme, en analysant la façon dont les partis européens de gauche étaient organisés dans l'histoire. On parle évidemment du lien particulier entre les partis et les syndicats, et aussi sur une dimension un petit peu plus idéologique sur les éléments de doctrine. La gauche française, on le sait, elle est depuis toujours beaucoup plus imprégnée que les autres gauches d'Europe occidentale par le marxisme et ses différents épigones. On parlait du surmoi marxiste chez Marcel Gauchet, et les socialistes français, même les plus tournés vers l'Europe, aiment bien affirmer une spécificité socialiste, considérant que social-démocratie, ça sera un socialisme un petit peu plus faible, plus tiède, comme en Italie, on parlerait de centre-gauche.
Et il fut même un temps où le terme de social-démocratie était considéré comme un synonyme de ce qu'on a appelé plus tard le social-libéralisme. Donc, encore une fois, le socialisme n'est pas assez authentique, un peu trop terne. Excusez-moi, il y a un chat qui assiste à la réunion. C'est quelque chose qui s'est estompé en vérité avec le temps, parce que, un peu comme M. Bourdin, nous sommes sociaux-démocrates, sans le dire, au regard des politiques qui ont pu être menées lorsque le PS était au pouvoir. Et de façon encore plus nette, évidemment, sous le quinquennat de Lionel Jospin, qui correspond à un moment où, on sait, l'Union européenne a connu une majorité de gouvernements sociaux-démocrates, travaillistes, sans que, pour le coup, il y ait eu des avancées institutionnelles et démocratiques ou sociales en Europe à la hauteur de ce moment électoral très particulier où la gauche avait le vent en poupe dans l'ensemble de l'Europe. Donc, la social-démocratie à la française, ça existe, et tant pis s'il y a eu un parti social-démocrate en France en tant que tel, qui était en fait une composante de l'UDF et qui était animé par André Santini. D'ailleurs, la droite, quand elle n'assumait pas qu'elle était de droite, revendiquait cette dimension social-démocrate. Chirac, quand il fonde l'URPR en 1976, il dit qu'il représente le travaillisme à la française. Et par la suite, lorsque, dans un exercice classique de triangulation, la droite française prétendait moderniser en nous ringardisant, elle expliquait qu'elle s'inspirait du modèle nordique, mais évidemment, elle ne prenait ce qui l'arrangeait et laissait ce qui ne lui convenait pas. Bon. Donc tout ça fait que ça nous mettait dans une situation d'autant plus difficile que les socialistes français ont une spécificité par rapport à d'autres partis, c'est qu'ils sont beaucoup plus masochistes que la moyenne. Ils adorent mettre en avant ce qu'ils n'aiment pas chez eux, parlent assez peu de leur succès, beaucoup plus de leur trahison ou de leurs échecs, et ne savent pas toujours mettre en valeur les choses qu'ils font. Et c'est un problème parce que je crois que c'est aussi une différence là, non plus idéologique, mais d'ordre, j'ai envie de dire, de fonctionnement vis-à-vis des autres, c'est-à-dire que on a chez nous un côté, je ne sais pas si c'est une furie gauloise, mais un problème à la fois de collectif vis-à-vis du message, c'est-à-dire que on a une parole un peu trop brouillonne. Lorsqu'il y a une expression d'une direction du parti, il y a toujours aussi beaucoup de voix à côté qui se font entendre. Et ce qu'on a connu de façon très particulière avec le phénomène des frondeurs est impensable dans d'autres partis en Europe et dans même dans d'autres contrées du monde. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait une diversité des opinions, pourquoi pas, mais qu'elle s'exprime au point de noyer, voire d'étouffer le message principal, c'est quand même un sérieux problème, et il est intéressant de constater que jamais on n'a été capable de notre histoire d'obtenir cette forme d'unité de parole. Même en Allemagne, par exemple, dans le SPD, où il y a toujours eu un grand courant de gauche très important qui critiquait évidemment les réformes menées par Schröder, etc. Ces personnes s'exprimaient dans les débats internes, dans les congrès très fortement, mais une fois que la décision avait été tranchée par un vote, tout le monde se tenait à la position du parti de façon à ce qu'il y ait une cohérence dans la parole. Et les rares fois où on a eu ces divergences allant trop loin, les personnes en ont tiré les conséquences en quittant le parti ou en se mettant en retrait, chose qu'on peut tout à fait comprendre. Alors l'autre élément, je pense, pour commencer à rentrer dans le vif du sujet après l'aspect définition, c'est que je pense que là aussi, nous avons un problème spécifiquement français qui est notre rapport au pouvoir. Jamais dans l'histoire de la gauche, jamais dans l'histoire de France, la gauche au pouvoir, après la fin de la législature, est capable d'être réélue. Au contraire, très tôt, on a toute une série de questionnements qui sont évidemment souvent légitimes, il ne s'agit pas de lubie, mais il y a un problème particulier chez nous en France sur l'exercice du pouvoir, et quand on est au pouvoir, immédiatement, l'articulation parti-pays, gouvernement ne fonctionne pas, et ça c'est un des chantiers qu'il va falloir ouvrir très fortement. Comment est-ce qu'on articule
la relation entre le parti ou les partis et le gouvernement, et évidemment encore plus l'exécutif. Est-ce que le parti est là juste pour la discipline dans les rangs, ou est-ce qu'au contraire, il est associé sous une forme plutôt inventive, évidemment, à l'exercice du pouvoir, de façon à ce que le pouvoir, qui peut être solitaire, soit arrimé, adossé à quelque chose dans la société, dans l'ensemble des corps intermédiaires, par l'ensemble des relais? C'est une question qui se pose. Cette mauvaise conscience conduit à une forme de doute, et donc le doute conduit à subir aussi la critique, le qu'en dira-t-on, et cette espèce de procès en illégitimité qui est régulièrement fait. Et ce que l'on a vu dans les derniers temps, et qui là encore n'existe pas dans d'autres pays de façon aussi forte, cette espèce de tenaille entre une droite qui pense qu'elle fait corps avec le pouvoir et qu'à chaque fois que la gauche est au pouvoir, c'est illégitime. On se souvient de la formule de François Baroin sur l'arrivée avec effraction. Et puis une presse, souvent d'ailleurs de gauche, qui considère que quoi que le PS fasse au pouvoir, ça n'est jamais bien, ça ne va jamais assez loin. Et notre difficulté, c'est pas évidemment d'être la presse au pas, c'est pas du tout ce que je dis, mais c'est comment est-ce qu'on arrive à ce que dans l'ensemble de ceux qui envoient des signaux et des messages, on soit capable aussi de relayer un certain nombre d'éléments, peut-être même pédagogiques, ou d'éléments d'influence. Et c'est là où on peut aussi en venir à un autre aspect de la social-démocratie européenne qui fonctionne plutôt bien, même si ça n'échappe pas évidemment à la crise politique, c'est cette dimension de réseau. On sait que la France, en France, avec la Charte d'Amiens en 1906, qui était un texte dans lequel le mouvement syndical affirme son indépendance à l'égard du politique, il faut quand même se souvenir que ce texte, il est motivé par le fait que le courant anarchiste étant très fort à ce moment-là dans le mouvement syndical, il fallait arriver à articuler la relation entre le mouvement syndical et les partis. Donc on a eu une histoire à laquelle beaucoup de syndicats sont très attachés, d'indépendance syndicale, qui fait qu'il n'y a pas de lien organique avec les syndicats, comme ça existe en Grande-Bretagne chez les travaillistes ou dans les pays nordiques ou les pays de tradition social-démocrate germanique. Pour autant, dans les statuts du PS, il est toujours demandé aux militants d'être membres d'une association ou de syndicat. Et dans Salut mon camarade Mathieu. Et dans Écoute, je suis un peu la bourse. Et dans les syndicats, il y a évidemment des militants socialistes, mais souvent les directions syndicales sont très proches, en tout cas acceptent sans aucune difficulté de discuter avec les partis, en particulier le Parti socialiste. Il n'y a pas de rupture dans les relations. Par contre, la dimension de réseau que nous avons en France, qui fonctionne bien, elle est avec le mouvement associatif, évidemment. Alors, aujourd'hui, en 2022, on ne peut pas en dire autant que ça l'était dans le passé, mais il y a eu un moment dans l'histoire où la galaxie autour du PS, qu'on peut assimiler à une forme de social-démocratie, c'était d'être connecté très fortement à des grandes associations type FCPE pour les parents d'élèves. La LDH aussi avait un lien très, très intime avec le Parti socialiste. Et puis, il y avait beaucoup de militants socialistes très impliqués dans les syndicats. On se souvient de la CFDT, évidemment, et dans l'influence qu'elle a pu avoir, mais aussi quelque chose qui maintenant est un petit peu ancien, mais jusqu'à il y a environ une trentaine d'années, la quatrième grande force syndicale en France, qui était la Fédération de l'éducation nationale, la FEN, qui a compté jusqu'à 1,5 million d'adhérents dans les années 70, et qui aussi était très connectée. Et puis on parle évidemment des organisations étudiantes ou antiracistes qui sont la possibilité d'avoir un système de vases communicants. Et donc, je crois que c'est quelque chose qu'il faut arriver à reconstruire pour avoir cette espèce de réseau qui fonctionne. Et si on parle maintenant de comparaison avec d'autres pays européens, on a l'exemple du Portugal où on a vu un parti socialiste qui d'ailleurs s'est beaucoup reconstruit dans la clandestinité avec l'aide des Français sous la dictature, qui ensuite est arrivé au pouvoir et qui ces dernières années quand même eu la particularité d'arriver au pouvoir avec le soutien sans participation, comme on disait à l'époque, de la gauche radicale et des écologistes. Donc vous imaginez un
Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste et la France Insoumise soutiennent les socialistes sans évidemment participer au gouvernement. Cela se fait sur 2 législatures. Et la troisième élection, donc la dernière, qui vient d'une dissolution du fait que l'extrême gauche ne vote pas le budget, eh bien, les socialistes, pour une troisième fois au pouvoir, sont réélus, et cette fois-ci en majorité absolue. C'est quand même quelque chose de particulier, c'est-à-dire que l'usure du pouvoir, la longévité, n'entame pas le vote, et au contraire renforce le pouvoir sortant qui peut désormais continuer ses réformes. En Espagne, un exemple aussi très intéressant, c'est que le PSOE, là aussi, qui était très très proche du PS pendant de longues années, a vécu dans une espèce de bipolarité politique en Espagne, alternant entre lui et le Parti populaire. Et quand il y a eu le fameux mouvement des indignés, les jeunes qui se rassemblent à Puerta del Sol, l'impact violent de la crise financière sur le pays, la fameuse austérité, le champ politique est éclaté en 3, et à gauche, le PSOE est fortement concurrencé par Podemos, qui est un mouvement de gauche radicale, et qui pendant longtemps refuse l'alliance avec le PSOE, ce qui a à certains moments facilité, en tout cas bloqué un petit peu le pays. Podemos finalement arrive à s'associer au PSOE, très tardivement, mais sous la menace de l'extrême droite, et alors même que ce parti arrive à gouverner à côté du Parti socialiste, avec, à l'épreuve des faits, eh bien, on voit plutôt une gauche radicale espagnole en perte de vitesse et qui s'est effilochée, sans jeu de mots. Et idem en Allemagne avec Die Linke, qui pendant longtemps a contesté le SPD, sans pour autant être une menace directe, mais en tout cas l'expression d'une contestation très forte, et qui au fil du temps a perdu en influence, a perdu en énergie. Et l'élément d'ailleurs qui doit nous alerter, c'est qu'une partie de ce qui a fait la force propulsive de Podemos, notamment à l'est de Die Linke en Allemagne, pardon, notamment à l'est, eh bien, c'est recyclé dans le vote pour l'extrême droite et pour l'AfD. Donc le populisme de gauche peut parfois, selon certaines conditions, mener au populisme de droite. Ça n'est pas automatique, mais il faut avoir une vigilance vis-à-vis de cela. Donc voilà un peu, de façon très très grossière, des éléments de comparaison. Et si on explique que la gauche française ne peut se reconstruire que à travers ce qui se passe dans la social-démocratie européenne, c'est parce que quand on est de gauche, on dit souvent toujours qu'on est internationaliste, et c'est quelque chose qui ne va pas simplement relever du slogan, c'est qu'il y a une interdépendance évidente parce que les sujets sont très convergents, les situations dans les pays sur le rapport à la démocratie, la crise de l'État, tout ça se retrouve, mais on voit bien que les organisations arrivent à surmonter les choses, peut-être parce que l'objet parti n'a pas perdu sa pertinence. Une des dernières discussions que j'ai pu avoir avec notre regretté ami Henri Weber portait là-dessus, c'est-à-dire que Henri expliquait que les partis n'étant plus de saison, on était arrivé au temps des partis entreprises, et on a constaté très vite, et c'est une question qu'il posait, c'est que les partis entreprises type En Marche, type France Insoumise, n'ont pas construit de telle sorte qu'ils soient capables de durer. Et ce sont en plus des expériences autant éphémères que strictement nationales. Et donc, comment est-ce que l'on peut revenir à quelque chose de durable? Et je crois toujours à la formule parti, comme disent nos camarades travaillistes norvégiens, toujours ouverts et curieux. C'est-à-dire qu'un parti peut réussir, et on l'a vu dans beaucoup de pays d'Europe, c'est pour ça que c'est un modèle qu'il faut, j'ai envie de dire, clairement copier, sur son articulation avec la société. Donc, la reformulation d'une social-démocratie ne passe pas nécessairement par le fait d'importer, même avec une saveur française, les idées des autres, parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, évidemment, même s'il y a des convergences à avoir, mais sur des questions strictement aussi d'organisation, d'articulation, de considérer qu'un parti n'est pas une occupation sociale comme une autre, mais que c'est un travail important où il y a des tâches, des objectifs à atteindre, une organisation animée, de la formation aussi à fournir, des mouvements populaires d'éducation politique ou politique d'éducation populaire, c'est comme on veut. Ça fonctionne dans beaucoup de pays, et donc il n'y a pas de raison qu'il y ait une spécificité française à ce point qui nous bloque, d'autant que ce qui est toujours très intéressant à constater,
c'est qu'une fois qu'on a passé un peu le cap des politesses entre camarades de différents partis européens, on constate d'abord qu'il reste encore une forte empreinte de la gauche française dans la gauche européenne qui compte. Alors parfois on peut la moquer parce qu'elle est indisciplinée et brouillonne, ou alors parce qu'on se souvient de ce qu'ont pu faire François Mitterrand et Lionel Jospin, ou du fait que la France est un pays qui a été longtemps un pays rayonnant, et qu'il fut un temps, pas si lointain, même si ça fait quand même maintenant une quarantaine d'années, où la France accueillait ceux qui étaient en lutte dans d'autres pays d'Europe et qui pouvaient se reconstruire. Je pense que ce sont là aussi des choses, des aspects très importants de la façon dont on peut concevoir à la fois l'internationalisme version 21e siècle, qui serait débarrassé du romantisme ou de quelque chose de messianique comme on a pu le vivre à l'époque où l'idéologie était quelque chose de plus important, et en même temps de comprendre que ce qui se passe dans d'autres pays se passe aussi ici. Et cette interconnexion peut, je crois, mener à un renouveau utile. Je pense qu'il y a une disponibilité chez les militants de gauche aujourd'hui pour cela, qui s'intéressent beaucoup à ce qui se passe ailleurs. Et donc, il faut qu'on puisse arriver à se souvenir qu'on ne peut pas construire le socialisme dans un seul pays, comme disait quelqu'un, mais qu'au contraire, on peut arriver à reformuler un projet et un mode d'organisation en prenant exemple sur ce qui se passe ailleurs, en considérant que nous ne sommes pas plus bêtes que d'autres, mais il faut avoir cette forme de rigueur et de constance dans le travail pour simplement juste le mettre en mouvement, et que l'intention ne soit pas simplement une fin en soi, mais que ce soit l'étincelle. Donc voilà comment, je crois, on peut y arriver. Et c'est un engagement qui doit être sur la durée, bien évidemment. C'est la raison pour laquelle aussi le rôle des intellectuels, des think tanks et des associations diverses comme compagnons de route et comme piqûres de rappel, je crois qu'on en a évidemment besoin, et c'est comme ça qu'on a une social-démocratie complète. Voilà ce que je pouvais dire. Merci beaucoup, Pierre. On va passer aux questions. Donc, je vous laisse lever la main avec la fonctionnalité Zoom pour ceux qui veulent poser une question. Alors là, j'ai pas de... C'était tellement clair qu'il n'y a pas de questions. Moi, j'ai une question, mais je n'ai pas... Vas-y, Laurent, vas-y. J'ai une question un peu sommaire, mais est-ce qu'au fond, en général, les propositions et l'idéologie des partis sociaux-démocrates européens sont plus à droite que celles du Parti socialiste français? Alors, ça veut dire... Et j'ai un exemple pour illustrer l'affaire, sur l'âge de départ à la retraite. Il me semble que l'âge de départ à la retraite, dans beaucoup de pays qui ont été ou qui sont gouvernés par des sociaux-démocrates, est plus tardif qu'en France. Alors, plus à droite par rapport à ce qu'on estime être la bonne gauche en France, certains pourraient dire oui. On a aussi notre présupposé, considérant que la gauche française est plus à gauche que tout le monde et que nous sommes, j'ai envie de dire, les purs. Mais oui, il y a des propositions qui seraient considérées comme plus à droite, mais elles ne sont pas construites de façon, j'ai envie de dire, aussi dur. Ça dépend. Bon, il y a des partis, il faut le dire, c'est la réalité, qui ont abandonné le fait qui confondent finalement la modernisation avec une forme de convergence avec une pensée commune avec la droite sur les questions économiques et donc une forme de réalisme. Bon. Mais il y a quand même une prise en compte plus courageuse peut-être de l'évolution de la société, avec une discussion qui se fait avec le mouvement social qui pèse beaucoup, notamment dans les pays nordiques. Et c'est vrai que dans beaucoup de pays, des gouvernements sociaux-démocrates ont reculé l'âge de départ à la retraite en considérant qu'on vivait mieux, plus longtemps, et donc ont accepté l'idée qu'on pouvait le reculer. Donc au-delà de 60 ans, certains sont passés à 62, 65. Je crois même, je ne vais pas dire de bêtises, qu'il y en a peut-être un. Alors, je ne sais pas si c'est au Danemark ou ailleurs où on a envisagé d'aller au-delà de 65.
mais c'est quelque chose qui a été organisé. Mais à côté de ça, nous sommes aussi dans des structures où il y a une organisation importante, je ne sais pas si elle est forte, mais importante, des réseaux de seniors et de possibilités de recommencer à travailler après un certain âge, enfin de recommencer, de continuer à travailler au-delà d'un certain âge. Donc, l'activité professionnelle se poursuit, il y a des possibilités, il y a parfois, j'ai l'impression, dans certains pays, une forme de souplesse un peu plus prononcée. On est surpris, par exemple, quand on va dans des pays comme la Grande-Bretagne, dans les congrès, hein, je parle pas des pays, mais des congrès, ou de voir beaucoup de gens qui sont salariés le temps d'un congrès avec beaucoup de cheveux blancs hein, pour faire des tâches comme l'accueil ou des choses de ce genre-là. Ça existe, oui. Mais oui, il y a des propositions de ce type-là, une forme d'action plus libérale. Et un exemple, qui est c'est connu sous le nom de flexi-sécurité, qui a été inventé par un ministre travailliste néerlandais, enfin, théorisé par un néerlandais, mis en place par le gouvernement social-démocrate danois sous Poul Nyrup Rasmussen, qui correspondait au slogan qui sonne mieux en anglais qu'en français, qui était Easy Firing, Easy Hiring, donc licencier facilement et embaucher facilement. Et schématiquement, c'était les syndicats, l'État et le mouvement patronal, parce qu'il n'y a pas de grande loi sociale pour cela, se mettre d'accord sur le fait d'organiser la flexibilité de l'emploi, mais la sécurité dans l'embauche. Donc, on peut licencier facilement, d'autant qu'on sait que chacun s'est engagé à un plan de formation tout au long de la vie, comme on l'a fait en France, et que quand on est au chômage, il y a une prise en charge qui pouvait durer jusqu'à 4 ans dans un premier temps, qui a été réduite à 2 quand la droite est arrivée au pouvoir au Danemark, mais qu'il n'a pas abrogé, et donc garantissant une capacité de formation, une qualification des salariés qui donc peuvent être rapidement réembauchés. Une forme de souplesse, pas simplement dans les licenciements, mais dans l'embauche, ce qui fait que le chômage de masse dans les pays nordiques pouvait être combattu avec beaucoup d'efficacité, là où en France, on a un problème culturel sur la capacité à changer de branche, de carrière dans l'embauche, j'en sais quelque chose en ce moment, ou le fait que on puisse multiplier les pistes pour l'apprentissage, ce qui génère toujours un peu de réticence dans certains secteurs français. Voilà pour ma réponse. Mais oui, il y a cette approche un petit peu plus dure. Et juste pour terminer, sur la question de Laurent, un pays comme le Danemark, un parti social-démocrate au pouvoir depuis très longtemps, qui est puissant, mais qui sur toute une série de sujets, notamment la sécurité et l'immigration, c'est très fortement durci. Et qui n'a rien à envier malheureusement parfois à la droite sur ces sujets-là. Et donc, ça génère un trouble dans le pays, dans certaines franges du parti, mais il y a une forme de consensus. Les gens ont voté, ont accepté de reconduire les sociaux-démocrates après plusieurs années dans l'opposition sur un programme qui était quand même, on voit bien, a subi l'influence de la droite populiste qui était présente dans le pays pendant longtemps. Merci. On a une question de Sylvie François dans le chat. Sylvie, est-ce que vous souhaitez poser votre question vous-même? Mettez le son, parce que j'ai coupé les micros. Allez-y. On n'entend pas. Oui, on ne vous entend pas, Sylvie. Et voilà. Allez-y. Voilà. Oui, à votre avis, Oui. je suis tout à fait d'accord avec le fait que l'organisation d'un parti est indispensable et de bien l'articuler avec la société. Mais à votre avis, pourquoi depuis une vingtaine d'années, ce n'est plus le cas? Alors, je pense que... alors je ne suis pas allé au bout de la phrase quand j'ai parlé tout à l'heure de l'épreuve du pouvoir ou le long remords du pouvoir. Alors, il y a peut-être une question qui est celle de la centralité du parti dans les
trajectoire ou les carrières, on va dire, des personnalités. L'impression que j'ai pour avoir vu ça comme simple militant socialiste et puis pour m'être intéressé à ce qui se passait avant, du point de vue de l'histoire, je pense qu'on n'a pas fortement analysé ou assez analysé la façon dont le PS au pouvoir, entre 81 et 2012, et même jusqu'en avait pu évoluer et subir l'influence de l'exercice du pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui devaient tout au parti dans leur parcours, leur trajectoire, et qui, du fait de cela, devenaient parlementaires, ministres et accédaient à des hautes fonctions. Et puis, il y a ceux qui étaient des compagnons de route, issus de la technostructure ou pas, mais qui rentraient dans la carrière par les fonctions ministérielles ou dans les cabinets, et qui considéraient qu'il y avait peut-être une querelle de légitimité entre le parti et les institutions, pour aller vite. On n'a pas suffisamment, je pense, analysé cela. Ensuite, la sélection de nos dirigeants peut-être a parfois aussi été insuffisante sur le plan des profils et des compétences, peut-être plutôt, voilà, bon, ben, des gens sont ministres parce qu'ils ne peuvent pas être autre chose, ou alors on leur demande pas un grand sérieux. Il y a aussi un problème sur le recrutement des collaborateurs. Est-ce qu'on choisit un collaborateur parce qu'il est compétent ou parce qu'il est dans un entourage? Il y a énormément de questions comme ça qui ne sont pas des questions ni de grossièreté ni de jalousie. Et puis, ça n'allait pas de soi en 1981 comme en 2012, par exemple, que le premier secrétaire du Parti socialiste soit associé à l'exercice du pouvoir sous une forme ou sous une autre. Et si je prends un exemple qui s'est produit il y a une dizaine d'années, lorsque on sait à peu près que la gauche va gagner les élections législatives et présidentielles avant, et que Jean-Christophe Cambadélis fait savoir qu'il s'intéresse au poste de premier secrétaire, de fait, il ouvre un débat sur l'articulation du parti avec le pouvoir. Et le choix qui s'est fait à ce moment-là, il porte sur, à travers la candidature de Jean-Christophe Cambadélis et celle d'Harlem Désir, il y a un questionnement politique plus important, au-delà de l'avis sur les personnes, c'est est-ce qu'on veut un premier secrétaire qui soit une espèce de poil à gratter, bouffe du coche, qui affirme l'autonomie du parti, ou est-ce qu'on veut quelqu'un qui discute beaucoup, mais qui proteste peu, bon, qui en tout cas oppose moins de résistance. Et c'était un débat qui en fait n'aurait pas existé si on avait depuis très longtemps pensé cette question d'articulation. Et puis, je pense qu'il y a aussi cette capacité à organiser le débat. Ce qui se passe avec les frondeurs, là aussi, est intéressant parce que comment le groupe parlementaire, comment les députés sous la Ve République peuvent s'organiser avec le pouvoir. Et on a vu des papiers dans lesquels des ministres et des députés trouvaient qu'ils n'étaient pas bien traités par ceux qui décidaient dans les cabinets. Bon. Donc comment tout ça peut s'organiser? On sait aussi que le poids des conseillers politiques dans les cabinets en 2012 a été réduit au profit des préfets, parce qu'on voulait dépolitiser, on a vu ce que ça pouvait donner comme conséquence. Et quand, par exemple, Razia Madi, député de Seine-Saint-Denis, prend la parole dans l'hémicycle pour la première fois en 2012, il y a un lapsus révélateur. Il ne parle pas des trotskistes anglais comme Jospin, mais il ne dit pas mes chers collègues, il dit mes chers camarades, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et on voyait bien derrière tout cela le fait que toute cette génération passée par les organisations étudiantes et autres arrivées à l'Assemblée a pas toujours intégré le fait qu'on avait changé de cadre. Razi, lui, n'a pas été jusqu'au bout de la fronde, mais d'autres l'ont fait, et je pense qu'il y a aussi cette forme de confusion dans se tromper de terrain de jeu. Donc je crois que cet apprentissage-là, il faut continuer à le mener. L'erreur qu'a commise Benoît Hamon et tous ses camarades, c'est d'avoir confondu la France avec une assemblée générale étudiante, et on voyait bien dans la manière de se comporter, dans la dimension parfois un petit peu clanique,
qu'il y avait des choses qui ne parlaient pas à la France, mais à un entre-soi. Et donc, je crois que c'est ça qu'il faut réussir à faire. Et cette dimension, le mot est un peu daté, de discipline. Comment est-ce qu'on arrive à avoir un parti discipliné sans que ça soit de l'autoritarisme et sans que ça soit un coup d'exclusion et de menace? Comment générer de l'adhésion à un projet? Je pense que c'est quelque chose qui malheureusement prend du temps, mais je pense qu'il faut quand même au départ des marqueurs. Et dans l'état actuel du Parti socialiste, qui en fait, dans sa réalité, on est réduit à un parti de groupuscule, ben c'est peut-être là le moment, parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir trop de laisser aller dans l'attitude, et donc de resserrer les rangs. Et donc serrer les rangs, ça veut dire faire comprendre en permanence les dommages d'une parole un peu trop brouillonne, d'une forme d'indiscipline, étant entendu que ça ne peut fonctionner qu'à condition que le débat existe et que dans les instances, qu'on puisse vraiment débattre de tout jusqu'au bout, jusqu'au moment de la décision. Et quand la décision est prise, chacun s'y tient, d'autant plus qu'il sait que le débat a eu lieu, que les arguments ont été échangés, qu'on n'a pas simplement poliment écouté les gens, mais qu'on a vraiment confronté et cherché à comprendre. Ça existe dans tous les autres secteurs, dans une association, dans une entreprise et autres, donc pourquoi ça n'existerait pas dans un parti? Merci. Pierre, j'ai une question de Mathieu Borderon dans le chat. Je la lis. Oui. Donc, la social-démocratie n'a-t-elle pas perdu au fil de l'histoire sa vocation d'accompagner, voire d'enclencher les luttes, et aussi une rhétorique qui parle aux ouvriers? Et quand elle arrive au pouvoir, elle devient assimilée à une gauche gestionnaire, comme elle peut, d'idées de gauche dans un monde résolument de droite. Ce constat ne pouvant amener que des déceptions. Alors, je suis à peu près d'accord avec ce que dit Mathieu. Dans les arcanes du Parti socialiste européen où j'ai passé beaucoup de temps, j'ai été frappé de voir qu'il y a un rapport à l'histoire qui est assez distendu. En fait, chez les collègues qui étaient soit de mon âge ou plus jeunes que moi, il n'y a pas de rapport à l'histoire. Et que dans une petite discussion avec tel ou tel faire des allusions à une histoire même ancienne, même récente, hein, de 15-20 ans, ça faisait bizarre. C'est des gens qui sont arrivés, qui sont viscéralement attachés à leur parti, mais pas comme nous, avec cette fierté dans l'ancienneté. Ensuite, je pense qu'on est obsédé par la notion de modernité et qu'on a aussi subi, quand Mathieu parle de monde résolument de droite, après 89-90, chute du bloc soviétique, c'est quand même comment est-ce que la social-démocratie, qui finalement avait eu raison, ne rentre pas dans cette affaire de fin de l'histoire et se maintient et se renouvelle. Bon, et toute la tentative, en effet, de Tony Blair et de Gerhard Schröder, qui était la tentative la plus aboutie et la plus ambitieuse de reformulation, partait d'un constat qui était erroné, qui était de confondre modernisation et droitisation. Et d'ailleurs, ce modèle-là, il s'est brisé sur la guerre en Irak et il s'est brisé aussi sur la crise financière. Donc, oui, elle a perdu un peu le fil, mais dans l'exercice du pouvoir, on est aussi confronté à un monde où on veut pas simplement des grands récits, mais des résultats rapides et une rentabilité électorale et sondagière immédiate de tout ce que nous pouvons entreprendre. Et donc, il faut quand même comprendre que c'est le temps long. Si vous regardez l'évolution de l'extrême droite aujourd'hui en France, ceux qui la suivent bien depuis longtemps savent que c'est un travail de 30 ans. La nouvelle droite, elle a démarré à 40 ans, même un peu plus, une cinquantaine d'années, et ils savaient qu'ils avaient le temps pour eux. Bon, donc ils ont patiemment reconstruit un vocabulaire, une rhétorique, une doctrine, ils ont reformulé des choses. C'est quelque chose que nous avons abandonné par fainéantise ou aussi par désillusion. Il faut évidemment y croire. Hein. En politique, s'il n'y a pas de conviction et de croyance et qu'il n'y a que des ambitions et des intérêts, ça se voit vite et ça ne résiste pas aux grandes difficultés. Ensuite, par rapport à la rhétorique qui parle aux ouvriers,
La gauche n'a pas de sens si elle ne garde pas une frange populaire très importante, mais dans le fameux congrès de Bad Godesberg en 1959, on a souvent retenu que le SPD avait abandonné la référence au marxisme, mais on n'a pas retenu surtout que le SPD avait décidé de devenir le parti de toute la société. Et donc, dans la mesure où nous sommes dans la gauche articulée autour un peu de classe ouvrière, beaucoup de classe moyenne, beaucoup dans les territoires, etc., c'est être capable de parler à tout le monde et de ne pas avoir une gauche qui choisit, entre guillemets, son électorat. On a longtemps parlé de la fameuse note de Terra Nova, qui aurait été une sorte de péché originel de nos erreurs futures. Terra Nova n'était pas à ce point central à ce moment-là, mais il est vrai quand même que cette note a parlé de choses qui étaient dans la tête de certain nombre de personnes. Et je crois que l'erreur qui a été commise ensuite, c'est de considérer qu'il fallait choisir finalement à qui on voulait parler, là encore parce qu'il y avait une dimension électorale ou de sondage. Or, je pense que lorsque la gauche ne parle pas à certains électorats ou à certaines catégories de la population, ça revient en boomerang. Et il y a cette espèce de fractionnement que l'on voit et qui se manifeste aujourd'hui de façon très dure. Donc, il y a cette exigence d'être capable de parler à tout le monde, de ne pas opposer les uns aux autres, mais d'assumer aussi que nous parlons à tout le monde, ce qui veut dire que ce que l'on doit pouvoir faire, c'est l'alliance. Encore une fois, là, je fais une référence à Henri Weber et Laurent Baumel avaient commis une petite note pour la Fondation Jean Jaurès qui parlait de la nouvelle alliance entre les classes populaires et les classes moyennes. C'est encore d'actualité. Et il n'y a pas simplement cette alliance de classes du point de vue de leur situation économique et sociale, mais aussi du point de vue des territoires. Quand Laurent Bouvet écrit sur la gauche populaire, sur le sens du peuple ou sur ce qu'il a voulu théoriser plus tard comme la sécurité culturelle, il dit quelque chose qui est un des grands désaccords que j'avais avec lui, qu'en fait, on ne peut pas opposer la gauche du périurbain, enfin le peuple, les populations du périurbain et les quartiers populaires. C'est le fait que ce qu'on donne aux uns n'est pas retiré aux autres, c'est comme ça qu'on doit pouvoir fonctionner. Et c'est quelque chose de très important parce que ce qu'on a vu ces dernières années, c'est qu'à vouloir opposer les deux, on n'a fait que renforcer pas simplement des fractures territoriales, mais aussi des fractures d'ordre identitaire. Et aujourd'hui, quand on a finalement, si je schématise, mais le débat, vous avez un Fabien Roussel qui dit le Parti communiste c'est Coco et Cocorico, et qu'en face on a une gauche plus radicale qui considère qu'il faut flatter les instincts identitaires de certaines catégories de pays, en considérant qu'il y a un privilège blanc et autres bêtises, on oppose. Et là-dessus, c'est mortifère parce qu'on rentre dans une tenaille, comme dirait Clavrel. Or, ce n'est pas du tout là-dedans qu'il faut tomber, parce que la gauche ne va jamais avec l'identité, mais plutôt avec l'égalité. Donc, il faut arriver à parler à tout le monde, en sachant que les ouvriers, ce n'est pas non plus la panacée, si je puis dire. Dans un passé un peu lointain, certaines personnes considéraient que comme elles étaient trop éduquées, trop intello et trop bourgeoises, pour la révolution prolétarienne, il fallait aller s'établir en usine. Bon, énormément de désillusions. L'ouvrier n'a pas la parole révélée, mais par contre, c'est un acteur qu'il faut évidemment respecter et comprendre. Et n'oubliez jamais que le Parti communiste des années 60 et 70, au nom justement de cette culture ouvriériste, a quand même eu des dérives xénophobes assez prononcées. Donc il faut toujours être mesuré là-dedans. Merci. Alors, la parole, Patrick Vieux, tu peux poser ta question. Merci. Oui, alors à vrai dire, ma question était assez largement celle de Mathieu, à laquelle Pierre a déjà en partie répondu, mais peut-être pour la prolonger à travers deux questions. La première, c'est que tu as évoqué l'expérience espagnole et notamment le déclin relatif de Podemos par rapport au PSOE. Donc, je voudrais savoir si on peut s'inspirer de cette expérience-là, quand on voit aujourd'hui en France le succès, en tout cas la sorte d'hégémonie ou de leadership que prend le LFI et Mélenchon sur la gauche par rapport à nous, par rapport à la position que nous revendiquons d'une gauche plus modérée, plus responsable, on va dire, dite de gouvernement. Qu'est-ce qui fait le déclin de l'un et le succès de l'autre ?
d'une part. Et effectivement, il faut parler à tout le monde. Il faut parler aux ouvriers, il faut parler aux classes moyennes, aux professions intellectuelles, etc. Mais est-ce que ça passe par une recomposition de la sociologie des militants socialistes? Est-ce que ça passe par un travail de fond? Autrement dit, il faut inventer une nouvelle synthèse entre des intérêts qui sont quand même très différents. Ce n'est pas forcément évident à penser, j'allais dire. Et d'ailleurs, est-ce qu'on ne devrait pas se poser la même question avec les écologistes, au fond? Est-ce que on a tendance à raisonner toujours en arithmétique en se disant finalement nos petites voix plus les petites voix des écologistes plus les petites voix peuvent faire quelque chose. Est-ce que finalement la solution, ce n'est pas un peu de retravailler le fond et d'une certaine façon de priver les écologistes de leur raison d'être en reprenant à notre compte voilà, autrement dit, est-ce que la voix, ce n'est pas celle des idées? Et est-ce que l'exemple espagnol, pour résumer, est une bonne source d'inspiration ou pas? Alors, je suis totalement d'accord, d'autant plus que c'est un peu ce qui a été le grand problème du PS depuis 3 ans. Alors, tout à l'heure, je parlais du surmoi marxiste, on est là-dedans, et si vous relisez, ou si vous lisez, le discours qu'avait fait Léon Blum. Alors, Léon Blum a fait un texte dans les années 30 sur conquête du pouvoir, exercice du pouvoir, qui intégrait déjà ce problème qui existait dans la SFIO et qui continue d'exister au PS. Et puis en 1946, dans un congrès de la SFIO, en s'en posant à Guy Mollet, il fait un grand discours qu'on a intitulé « Vous avez peur ». Et si vous relisez ce discours et que vous remplacez certains des mots qui à l'époque étaient communistes par d'autres courants, vous verrez que le discours reste actuel sur ce qu'il appelle la peur du qu'en dira-t-on, de chercher systématiquement à se déterminer ou s'aligner par rapport à des concurrents. Le succès de la France insoumise, il tient aussi beaucoup sans leur manquer de respect, à cette volonté. On est quand même le pays de la Révolution française et de la Commune. Et donc, on aime une gauche révolutionnaire, point levé, drapeau rouge déployé. Je dis ça sans aucun sarcasme. Et Jean-Luc, il y a eu un moment peut-être de régression, c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, qui au final aura passé plus de temps comme militant socialiste que comme militant de gauche radicale, a quand même au Parti socialiste tenté de faire survivre encore cette espèce de chose-là avec certains de ses camarades de cette aile gauche qui a cru qu'elle pouvait être au PS tout en adoptant le style d'une gauche radicale, celle des années d'étudiants, etc. Sachant que le PS avait cette élasticité-là qui lui permettait à sa grande époque, d'avoir dans la même organisation des personnes qui regardaient du côté de Tony Blair et des personnes qui regardaient du côté de l'Amérique latine ou de certains courants de l'Amérique latine. Tout ça a évidemment explosé, n'a pas résisté à l'épreuve du temps, mais c'est la radicalité pour la radicalité. C'est là-dessus où le réformisme prend tout son sens. C'est qu'on est arrivé à un moment où la radicalité est devenue de fait en soi, avec finalement une impasse, parce que la radicalité ne s'intéresse pas à l'exercice du pouvoir, elle s'intéresse à l'intransigeance des positions pour montrer qu'on est bien dans la ligne, on ne lâche rien, on est intransigeant, mais les propositions ne sont pas là. Bon. C'est pour ça qu'il faut assumer clairement que nous voulons gouverner, et d'ailleurs, dans les collectivités locales, jusqu'à preuve du contraire, pas eu ce que les Espagnols appelaient le sorpasso, c'est-à-dire ce moment où la gauche radicale prendrait le pas sur la gauche réformiste. Ça ne s'est jamais produit en France, et pas dans les collectivités locales. On ne peut rien faire sans le PS, et aucune majorité n'est possible sans le PS et l'Alliance des autres. Par rapport à Europe Écologie Les Verts, ça a été tenté très fortement lorsque le Parti socialiste révèle plus écologiste que jamais en prenant le risque de faire passer les questions écologiques avant les questions sociales, alors qu'il fallait les mettre au même niveau. On a fait cette tentative-là. Et à Paris en particulier, ça a été fait de façon éclatante, puisqu'on a troqué le rouge contre le vert au municipal. Et cette triangulation qui a été faite a gêné beaucoup les écolos qui ont été obligés de se radicaliser, mais qui se sont radicalisés bizarrement à droite, puisque quand vous regardez les propositions des écologistes sur les questions de logement, sur les questions sociales, on voit bien que c'est quand même
soit faible, soit pas très, très, très progressiste. Donc, je pense qu'il ne faut pas laisser. Il ne s'agit pas de ratisser large et de faire éponge de tout, mais il faut redevenir le courant qui parle de tout. Euh, on pourrait peut-être considérer que je parle beaucoup du passé, mais ces débats-là ont déjà eu lieu, d'une certaine manière, avec évidemment pas la même acuité ou la même gravité que maintenant. Mais quand vous prenez un parti qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de micro-parti, et qui a eu une énorme influence intellectuelle sur la gauche, le PSU des grandes années, donc on va dire entre 1960 et 1974, puis dans ses prolongements, ce parti s'intéressait à l'ensemble des sujets, notamment les questions de ruralité. Il y avait cette curiosité et cette possibilité d'organiser dans un grand parti des gens qui se sentaient plutôt dans la épure social-démocrate européenne, un courant, il y a même eu une branche maoïste, et puis une réflexion sur le monde rural, le monde paysan, sur les institutions. Donc je crois que c'est possible, à la fois sur le front des idées, mais sur la capacité aussi à rayonner, parce que finalement, la gauche non partisane ou non et donc syndicale ou associative, elle, ce qu'elle veut, c'est que les réformes avancent et que donc les idées soient reprises. Donc, quand il y avait par exemple les grandes réunions intermondialistes et les grands forums sociaux mondiaux ou européens, eh bien, nous organisions il y avait des plaidoyers, tout le monde venait parler avec tous les partis. Et d'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est que quand on allait dans les forums, alors moi, je n'ai pas fait Porto Alegre, mais quand on allait à Dakar ou, ou à Tunis ou à Belém, l'essentiel des forces françaises présentes, c'était le mouvement syndical, le mouvement des ONG, et certainement pas l'extrême gauche, contrairement à ce que certains pourraient penser. Alors, j'ai vu qu'il y avait des questions sur, Oui, ah oui, sur le chat. sur le chat. Alors, Oui. sur En Marche, Attends, je vais peut-être les oui, lire à tout le monde si tout le monde oui, n'a pas lu. En fait, c'est la même non. personne qui pose deux questions. Donc, la première, elle est sur effectivement Macron. Donc, la social-démocratie n'a-t-elle pas été préemptée en France par Emmanuel Macron en 2017? En quoi le macronisme diffère de la social-démocratie danoise, italienne ou d'autres en Europe? C'est SD présumé ayant évolué idéologiquement vers la droite. Donc, ça, c'est la première question. La deuxième, autre péché originel reconnu par Jospin lui-même, l'effacement de l'Assemblée nationale avec le quinquennat et l'alignement alors inévitable des législatives sur l'élection présidentielle, donc dérive monarchique, antinomique avec la gauche. Alors, c'est des questions passionnantes parce que c'est aussi au cœur de ce qu'il faut arriver à redresser. On a en France quelque chose d'assez fort, c'est d'arriver à rendre compatible la gauche au pouvoir, la gauche du gouvernement, avec la Ve République et l'état d'esprit dans lequel elle a été fondée. On y est parvenu, je pense, puisqu'on a, malgré la constitution de la Ve République, on a réussi quand même à avoir des gouvernements de gauche et à mener des politiques de gauche. Mais c'est vrai que le rapport aux institutions peut changer, c'est-à-dire avec le renforcement du rôle du Parlement. Et je pense que c'est comment est-ce qu'on doit être capable d'avoir un gouvernement qui cède à la tentation justement de ce que lui confèrent les institutions. Bon, on a eu en France le débat sur le 49.3, on a sur d'autres, il y a eu le débat sur l'article 16. Bon, toutes ces choses-là, on a eu ces réflexions, et donc je pense qu'il faut continuer. Et la 6e République, que beaucoup de gens appellent de leur vœu, elle peut advenir sans crise, sans à-coups, sans nouvelle constitution, j'ai envie de dire, formulée telle qu'elle, mais avec une évolution des institutions. Et je pense que ça peut aussi passer par le rôle que l'on peut donner aux collectivités. Et donc, dans le débat institutionnel, je crois que c'est quelque chose qu'il faut que l'on ait très fortement. Il ne faut pas évidemment abandonner ça. Il y a une intention sincère, pas qu'opportuniste, mais sincère chez beaucoup de gens de gauche, de croire que dans l'environnement macroniste, il y avait un espace pour la social-démocratie, qu'elle pourrait y faire son nid et que ça pourrait donner des résultats. Mais je pense qu'ils ont mal vu que dans le macronisme, il y a aussi une dimension bonapartiste, c'est du techno-bonapartisme ou c'est du centralisme technocratique. C'est-à-dire que Emmanuel Macron ne s'intéresse pas à ces questions-là et sont en même temps et surtout fait pour ratisser et pas pour bâtir. Et on a bien vu comment, au terme de ce quinquennat,
le centre de gravité n'est pas à gauche et qu'on a du mal à percevoir des réformes de gauche ou l'influence de l'aile gauche de la République en marche sur l'action du gouvernement. Bon. Les grands ministres ne viennent pas de la gauche, et les grands ministères de gauche ne sont pas tenus par des gens de gauche. Les ministères qui devraient parler à la gauche ne sont pas tenus par des gens de gauche, en tout cas influents. Et donc, je pense que c'est une leçon qu'il faut avoir. Mais certaines personnes continuent de croire que la social-démocratie, c'est une façon commode de maquiller une forme de dérive et que dans la modernité, on abandonne. Mais tous mes copains avec qui j'ai gardé des connexions, qui sont passés chez Macron tout en s'affirmant de gauche, quand même confessent que la partie est perdue et qu'il a fallu céder beaucoup de terrain. Donc l'échec est là. Bon. Donc ceux qui aujourd'hui pensent qu'ils peuvent être de gauche et sauver la gauche en allant chez Macron, évidemment, se trompent lourdement. Il y a eu une lune de miel pendant quelques temps avec les sociodémocrates européens. Quand la République en marche s'est construite, elle a fait une tournée dans l'ensemble des partis sociodémocrates. Ils ont envoyé des gens voir tous les partis, parce qu'évidemment, leur désir était de faire exploser tous ces cadres et de réussir en Europe ce qu'ils avaient tenté de faire en France. Et il y a eu un moment où, dans un autre pays d'Europe, oui, c'est vrai, dans un autre pays d'Europe, il y aurait eu un appel à une coalition PS En Marche, parce que ça aurait été l'alliance des pragmatiques et des progressistes pour un centre-gauche suffisamment influent pour ne pas subir les idées d'une droite trop dure pour gouverner. Mais en France, c'est comme ça, on a un clivage gauche-droite qui est très fort et qui est très important, qui est très structurant. Et surtout, on n'a pas une gauche assez forte du point de vue de son influence culturelle aujourd'hui pour imposer des réformes comme vous pouvez l'avoir, par exemple, dans la grande coalition allemande avec les libéraux, les écologistes et la social-démocratie. Sachant que les écolos allemands, on pourrait les classer entre guillemets plus à droite que les écolos français. Donc, disons que cette situation-là, il n'y a pas de tabou, et je pense qu'on ne peut pas reconstruire un grand corps en social-démocrate français sans dialogue avec ceux qui sont partis vers d'autres horizons. Mais pour ça, il faut être fort soi-même. Il faut redevenir une force d'influence, une force qui rayonne, et pas une force qui a mauvaise conscience. Et le Danemark, les sociodémocrates danois estiment qu'ils ont gouverné longtemps, ils sont forts, ils sont puissants, et comme ils estiment qu'il faut être au centre, c'est Willy Brandt qui avait théorisé ça, être au centre, ça ne voulait pas dire être au centre du clivage gauche-droite, mais au centre de la société et définir ce qui devait être le débat central, le débat important, évidemment à l'instigation de la social-démocratie. Et on a considéré que la sécurité était un problème de tout le monde et qu'il fallait répondre à la peur que certains pouvaient ressentir face à l'immigration. Et répondre à la peur de l'immigration, ça ne veut pas dire être xénophobe. Alors, la xénophobie, elle est dans les réponses que l'on apporte. Si on a des réponses qui sont de discrimination, de haine, etc. Mais y répondre avec fermeté, en soi, n'est pas une erreur. Et les sociodémocrates nordiques, notamment au Danemark, ont assumé d'avoir cette attitude-là. Mais si on reprend le moment où il y avait la crise financière en Europe, le fameux moment de l'austérité, comme récemment avec le plan de relance européen après la première vague du Covid, dans les frugaux, il y avait des partis sociodémocrates au pouvoir. Bon, on aurait pu imaginer que la social-démocratie, au nom de la solidarité internationale, estime qu'il fallait faire l'État-providence au niveau européen, et en fait, pas du tout. Certains, en Suède et au Danemark notamment, ont été extrêmement réticents à ce que l'on ouvre les caisses pour financer cette solidarité. Bon. Ils étaient contre la mutualisation des dettes. Enfin, on a eu des discussions assez dures au PSE là-dessus, où dans le texte final, ils se retiraient du vote parce qu'ils ne voulaient pas le salaire minimum, ils ne voulaient pas la mutualisation des dettes, au nom de la préservation du modèle nordique qui étant envié. L'Italie, c'est plus intéressant. Alors, il y a une règle quand on parle de politique, qui est une règle de la nature, qui, comme on disait avant,
la Ligue, c'est deux tendances, trois scissions. Là, on disait toujours que quand une situation politique totalement incongrue ou inédite se pose dans un pays, elle s'est déjà produite en Italie. Et mes copains italiens disaient que c'était vrai jusqu'à la République en marche et la situation française, notamment du Parti socialiste. Mais oui, il y a un lien entre Macron et ce qu'a pu être Renzi, arrivé au pouvoir aussi au même âge et générant une fascination très grande et ringardisant tous les autres. L'Italie, c'est un cas particulier, ça a été un temps très idéologique, avec un parti communiste très très fort, tellement puissant qu'il avait osé défier le stalinisme dans les années 50-60 et ensuite contracter ce fameux compromis historique avec la démocratie chrétienne. Et puis, sa force a fait que lorsque tout ça s'est recomposé, le Parti communiste italien a pris l'espace de la social-démocratie au détriment du Parti socialiste qui était empêtré dans des scandales, mais qui avait quand même été la troisième force italienne politique pendant de longues années. Et eux, ayant été au bout de l'idéologie, ont fait toute une série de réformes pour devenir un parti de centre-gauche. Et puis ensuite, il y a eu cette fameuse affaire du Parti démocrate dans le sillage de ce qu'avait tenté Romano Prodi avec des bouts de la démocratie chrétienne. Ça a fonctionné parce que ça a fait quand même un grand parti de centre-gauche, suffisamment puissant pour que dans ces primaires, il y a toujours entre 1 et 2 millions de personnes qui participent et que la gauche radicale italienne, les anciens communistes voulant rester communistes, y participent. Et vous avez un truc bizarre en Italie, vous avez un président issu du Parti communiste, des chefs de gouvernement issus du Parti démocrate, un Parti démocrate qui finalement reste la seule force à gauche, même lorsqu'il est confronté à l'extrême droite, sous quelque forme que ce soit, il n'est plus contesté depuis très longtemps par une gauche radicale. Mais ça fonctionne aussi parce qu'il y a un ancrage local très fort, il y a des connexions avec un monde syndical vieillissant mais encore présent, et parce que les Italiens ont compris que le jeu se joue au centre pour eux, entre un centre gauche et un centre droit, même si on a vu quand même que depuis quelques années, Salvini a réussi à devenir une force aussi importante, et donc la menace d'une extrême droite, non pas au pouvoir, mais en capacité de gouverner, on l'a déjà dépassé, puisqu'ils sont déjà gouvernés. Donc on n'est pas à l'abri de cela. Une chose est certaine, c'est qu'il n'y aura jamais d'accord et pas de coalition, mais quand même, il y a une forme d'hyper-pragmatisme où les Italiens préfèrent la dialectique à l'idéologie d'une certaine manière et donc ne sont plus dans cette intransigeance-là, sachant qu'il y a aussi une francophilie très forte dans une grande partie des personnels de gauche en Italie. Et donc, en France, on peut peut-être briser un certain nombre pas de tabous, mais de barrières et continuer à avancer vers cela. On a eu ce moment, sous Lionel Jospin, honnêtement, quand vous avez des ministres comme Dominique Strauss-Kahn, Pierre Moscovici ou Martine Aubry, très populaires, qui en plus ont arrimé un gouvernement le plus à gauche, disait Mélenchon, qui menait un certain nombre de réformes, ce moment social-démocrate, on l'a déjà eu. Et donc, je ne pense pas que ça soit une incongruité ou une hérésie. Par contre, ce qui est vrai, c'est que quand on perd, on a tendance à penser que le salut est dans la radicalité, dans une espèce de gauche pure. Et en fait, ce n'est pas vraiment comme ça que les choses se passent. Voilà. Merci. Une question, là, je ne vois plus de questions en main levée ou dans le chat. Est-ce que quelqu'un veut intervenir là? Moi, j'ai une question d'actualité. À la lumière de cette connaissance intime, impressionnante, d'ailleurs, de la social-démocratie européenne, pourquoi dans cette campagne-là, celle-ci, si j'en crois les sondages, le Parti socialiste tombe à un niveau historiquement inconnu? Comment on peut appliquer la réflexion que vous avez à ce cas particulier qui est celui d'aujourd'hui? Alors, je pense qu'on est là si on en croit les sondages, parce qu'évidemment, les sondages, on sait comment ça fonctionne. D'abord, je crois qu'on est dans la queue de comète, si on peut dire,
tout un travail qui n'a pas été fait pendant 5 ans. D'abord, on a un problème de base qui est que l'incarnation d'une figure présidentiable au Parti socialiste n'était pas présente pendant un certain temps, et c'est la première fois depuis maintenant longtemps que le PS post-2017 n'avait plus de présidentiable autour duquel on pouvait regrouper un certain nombre de ressources et de forces. Donc il a fallu du temps avant d'atterrir sur une personnalité, qu'ensuite on a passé beaucoup de temps à se chercher, et avait le sentiment que pour ce fameux débat qu'on avait eu entre dépassement et effacement, donc pourquoi voter pour un socialiste quand le socialiste se cache ou essaye de ressembler à quelqu'un d'autre? Je pense qu'il y a cet élément-là qui a joué. Et je suis intéressé par la campagne de Fabien Roussel de ce point de vue-là, parce que pendant longtemps, on a quand même expliqué que le Parti communiste n'en finissait pas de mourir et de disparaître. Et puis aux élections, d'ailleurs départementales, il a perdu son dernier conseiller général. Et Fabien Roussel, qui était présenté quand même comme quelqu'un qui imprimait assez peu, je me souviens d'un papier dans l'IB assez acide sur le personnage, arrive à dépasser le Parti socialiste dans les sondages. Là aussi, c'est quand même un petit choc historique. Mais au fond, Fabien Roussel, c'est le PC authentique dans ce qu'il raconte. Il ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Ça plaît et ça fonctionne. En tout cas, ça plaît. En tout cas, oui, ça donne quelque chose. Et donc, je crois que c'est un élément très, très important. Ou quand vous avez une gauche radicale qui se comporte comme une gauche radicale et un parti communiste qui se comporte comme un parti communiste, eh bien, quand on est soi-même, ça donne des résultats. Donc, je pense que ça, c'est une première explication. La deuxième explication, je pense, c'est qu'il y a une logique, entre guillemets, d'authenticité. Les communistes sont fiers d'avoir Fabien Roussel, les insoumis sont fiers d'avoir Jean-Luc Mélenchon, qui use d'ailleurs de tous les ressorts, comme Roussel, de la scénographie pour créer, entre guillemets, une identité forte. On parlerait d'une marque dans d'autres secteurs, alors qu'au PS, on rechigne un petit peu à tout ça. On ne joue pas de la dramaturgie, de la dramatisation des meetings ou des événements ou d'un certain nombre de choses. C'est des choses qu'on faisait avant, qu'on ne fait plus, que d'autres font. C'est-à-dire qu'on ne parle pas finalement, on parle qu'au cerveau et qu'à l'intellect. Et je pense que le pragmatisme, le réformisme ou la culture de gouvernement, ça n'empêche pas de parler aussi aux tripes, au cœur, et pas simplement au cerveau. La rationalité, le fait d'être raisonnable, ça ne suffit pas quand on veut emporter l'intérêt des gens et les suffrages. Et, à la fin d'un colloque, on ne fait pas de carte d'adhésion ou on ne fréquente pas les suffrages. Donc je pense qu'il faut aussi retrouver cette dimension affective qui nous manque. Alors Anne a eu raison plusieurs fois de revendiquer qu'elle était social-démocrate, mais comme elle n'a pas donné de contenu, ce n'est pas son rôle dans le cadre d'une présidentielle, donc c'est tombé un petit peu à plat. Mais elle dit que si Pedro Sanchez ou Antonio Costa réussissent dans leur pays, ne peut pas échouer en France, ceci près que tous les efforts de reconstruction de la gauche se sont faits autour de ces partis, sans interdire de faire autre chose à côté, mais on ne s'est pas dispersé en prophétisant que le PS était mort et qu'il fallait faire autre chose. Bon, je crois que si on veut reconstruire la gauche, il faut la reconstruire non pas à partir du rien, mais à partir de quelque chose qui est déjà un noyau, qu'il faut certes dépoussiérer, mais il faut quand même arriver aussi à rebâtir à partir de quelque chose qui existe. Régulièrement, on parle de refondation, régulièrement, on parle de reformulation. Moi, j'ai assisté de près, puisque j'étais permanent au déménagement Solferino, j'ai vu les tonnes de papiers, bouquins, rapports, notes qui, pour certaines, ont été mises aux archives, d'autres jetées. Ceux qui disent que le PS n'a pas travaillé pendant ces années sont ignorants ou menteurs. Par contre, qu'il n'a pas utilisé la masse des travaux qu'il a produits,
ça c'est certain. Mais il y a quand même eu un nombre impressionnant de réflexions, de contenus qui ont été fournis. Et encore aujourd'hui, quand on organise l'université d'été, quand on demande à des personnes de venir débattre, bah, il y a beaucoup d'intervenants qui viennent encore, et parfois des intervenants de renom. Ça a toujours été comme ça, je veux dire. Donc l'attractivité n'est plus là, il faut retrouver aussi cette capacité attractive. Et quand on est dans un groupuscule, on peut s'autoriser quelques audaces, et des choses qui parlent, mais il faut allier ça à une question de sérieux. Et aujourd'hui, l'impression de sérieux, malheureusement, n'est pas là. Est-ce que chaque socialiste, quand il prend la parole sur Twitter ou dans une petite phrase qu'il veut lâcher à un journaliste qu'il voit en off, se dit que la phrase qu'il prononce est utile à la candidate ou à la campagne? Généralement, c'est plutôt pour faire un bon mot, mettre un coup de canif à son camarade, et il est content de voir dans les indiscrets, dans le téléphone rouge ou dans les tweets, sa phrase qui est ressortie. Bon, je crois que là aussi, c'est la maîtrise de la parole et l'utilité, la convergence dans le message. C'est des éléments de comportement autant que des questions de fond et de doctrine. Si, on a Xavier Brunschwig, si tu veux prendre la parole et poser ta question. Salut Pierre. Salut Xavier. Pour prolonger la question de Laurent, qu'est-ce qui ne va pas dans cette campagne? C'est d'autant plus flagrant que moi je trouve que Hidalgo elle a plutôt un programme assez cohérent quand on compare avec le programme de tous les autres candidats à gauche. Je trouve qu'il tient la route, c'est-à-dire qu'il y a quelques manques, etc. Mais globalement, il y a plutôt un bon programme, avec quand même une grande lacune qui est que, à mon sens, on n'a toujours pas purgé, ou en tout cas on ne s'est toujours pas prononcé en tant que parti socialiste sur la politique économique de François Hollande. Et je pense que c'est ça qui a profondément clivé le Parti socialiste, c'est-à-dire ceux qui assumaient une politique de l'offre, c'est-à-dire voilà, restaurer la compétitivité des entreprises, restaurer un certain nombre de grands équilibres macroéconomiques, et ceux qui ont fait de cette politique que moi je défends la manifestation la plus flagrante de notre trahison des catégories populaires. Et donc, c'est peut-être ça qui manque dans le programme d'Hidalgo, c'est voilà, quel est notre rapport. Moi, à chaque université d'été du PS, pendant 3 ans, je posais la question à Olivier Faure, ok, super, on dit des trucs vachement bien sur l'écologie, le féminisme, la démocratie, etc. Mais quid de la politique économique de Hollande? On l'assume ou on ne l'assume pas? Et moi, je pense que tant qu'on n'aura pas tranché cette question-là, on n'arrivera pas à sortir de l'ornière. Ça, c'est le premier truc. Deuxième chose, l'incarnation, tu en as parlé aussi. La politique, c'est terriblement injuste. C'est injuste. Il y a des gens, ils ont beau avoir toutes les qualifications, le parcours, l'intellect, etc. Ils n'impriment pas, ils n'incarnent pas. Fort, il n'imprime pas. Je suis désolé, mais on ne comprend pas ce qu'il dit, on ne voit pas où il veut en venir, il n'imprime pas. Et Hidalgo, voilà, moi je pense que ce n'est pas la meilleure candidate en termes d'incarnation, et ça ne retire rien à ses mérites personnels. Enfin, on a beaucoup parlé de fond, de sciences politiques, de positionnement, et c'est absolument fondamental. Je pense qu'il y a une chose aussi dont il ne faut pas se désintéresser, c'est les pratiques militantes. Et aujourd'hui, les organisations politiques n'ont pas forcément su rénover leurs pratiques militantes, et voilà, on devient un parti de notables, de professionnels. Les seuls gens que tu vois dans les partis, c'est soit des collaborateurs parlementaires, soit des mecs qui sont élus, etc. Mais on n'a plus de vrais militants. On n'a plus cette capacité à attirer des gens qui vont venir aussi parce qu'ils sentent quelque chose. Le PC l'a très bien fait. Quand il construisait une contre-société, quand il formait des jeunes, quand il créait des cercles de sociabilité, etc. Ce qu'a fait aussi le syndicalisme. Et nous, on n'est plus capable de faire ça. Et en gros, moi, j'ai le sentiment que c'est chiant, quoi. On est chiant. Les partis politiques sont chiants. Qu'est-ce qui va donner envie à quelqu'un de s'investir dans un parti politique? Putain, c'est mortel, quoi. Enfin, faites des réunions de section, faites des trucs comme ça, on se fait chier. Et je pense que c'est important, et ce n'est pas périphérique, il ne faut pas croire que c'est incident. Je crois que les pratiques militantes sont aussi fondamentales. Oui, Xavier, je suis bien d'accord avec toi, d'autant qu'on en a parlé 1000 fois depuis qu'on se connaît, et tu as raison. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure quand je parlais de l'attractivité. C'est-à-dire que
c'est pas fun d'être membre d'un parti, c'est pas... voilà, quand on dit à des gens dans notre entourage, nous sommes membres d'un tel ou tel parti, il y a quand même une forme ça va pas de soi, ou alors certains trouvent que c'est admirable parce que c'est courageux, mais l'attractivité n'est pas là. On est quand même, après, à notre époque, dans un temps où le scepticisme est très important, on relativise tout, plus rien n'est véritablement central ou sacré, et il n'y a pas le feu. Le feu sacré, on ne l'a plus nécessairement chez les sociodémocrates, on l'a dans cette envie de radicalité. Donc on est aussi pris dans quelque chose qui touche à d'autres personnes, à d'autres qui nous dépassent. L'idée de la contre-société, si on veut rester dans la modernité, elle est quand même encore présente, je crois. Mais ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que un des éléments du succès des autres partis en Europe, c'est aussi que cette contre-société, qui faisait partie des fondamentaux de la social-démocratie, s'est maintenue. En Autriche, en Allemagne, dans les pays nordiques ou en Belgique, dès les débuts du mouvement ouvrier, pour justement arriver à ce que ce mouvement s'émancipe et s'organise, il y a eu cette idée de contre-société avec toute une série de structures qui ont été bâties. On pouvait donc être social-démocrate et pas que communiste, de la crèche au cercueil, avec les milliards d'associations, de structures, de petite enfance, d'aide aux familles, aux femmes, le système mutualiste, les clubs de sport, les associations pour que les gamins puissent partir en vacances. Tout ça a fortement existé à l'échelle des grands partis dans un grand pays. Si vous prenez le mouvement bundiste, donc ce mouvement juif socialiste révolutionnaire qui a été fondé à la fin du 19e siècle en Pologne, Lituanie et Ukraine, vous aviez aussi, pour faire émerger par l'émancipation juif qui serait viscéralement européen, socialiste et qui lutterait contre l'oppression sans passer par la case du sionisme, puisque c'était pour un nationalisme, 1000 organisations qui avaient été créées et qui certaines encore aujourd'hui existent pour articuler tout ça. Donc c'est ce que mon ami Olivia Polski appelle aujourd'hui le parti de réseau, c'est-à-dire d'avoir des ramifications dans un ensemble de structures. Mais comme on est aussi à l'ère de la transparence, si on fait ça de façon un peu maladroite et malhabile, on verra des gens nous qualifier, nous accuser de faire de l'entrisme ou de faire du recrutement caché. Donc, c'est évidemment pas l'objet. Mais l'idée simplement de dire que désormais le réseau, ça consiste à ce que chaque militant, chaque responsable ait une connexion associative ou syndicale, déjà c'est un bon début, être capable de rayonner dans ces organisations, à la fois pour mieux s'imprégner de ce qu'elles portent et aussi mieux y apporter ce que nous pouvons proposer en tant qu'organisation. C'est quelque chose d'important. Il faut arriver à dépasser, j'allais dire, les éléments de défiance, et que de la même manière que tu disais que Anne disait des choses intéressantes, j'ai eu des échos. Bon, j'étais avec elle aux Antilles et je l'ai vu dans un débat qu'elle a eu avec les gens du MEDEF, mais ici aussi, où des gens disent, quand on l'écoute, on se rend compte qu'elle maîtrise les sujets, notamment sur les questions économiques. Bon, quand on est maire de Paris, il vaut mieux maîtriser un petit peu ces questions-là. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait très longtemps que la gauche française, notamment le Parti socialiste, est jugée crédible dans son rapport à l'entreprise et à l'économie. Ça fait très longtemps aussi, et on l'a vu sous le quinquennat de François Hollande, que sur les questions de sécurité, on n'est plus dans cette histoire de gauche angélique. Bon, on ne peut pas dire qu'il y a eu de l'amateurisme dans la gestion des attaques terroristes ou ce genre de choses. Et donc, on a franchi un certain cap. Il faut s'appuyer là-dessus, mais c'est vrai que retrouver des ramifications dans les tréfonds de la société, je pense que ça compte. Et ça compte d'autant plus qu'aujourd'hui, vis-à-vis de la sphère médiatique, on est aussi à une autre époque. Il y a plus d'expression médiatique qu'avant, du fait notamment des chaînes d'infos continues, mais la génération de journalistes
qui venait d'organisations de gauche ou d'extrême gauche n'est plus vraiment là. Et le niveau culturel moyen des journalistes aujourd'hui, journalistes politiques, est quand même étonnamment bas, alors même qu'ils prétendent écrire sur les partis et sur la politique. Et quand on n'a pas des journalistes qui sont militants, proches de tel ou tel courant, rarement proches du PS évidemment, eh bien on a plutôt des personnes indifférentes, incultes ou hostiles. Je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faut savoir reconquérir. Et l'aspect formation, je crois qu'il est fondamental. Trop de personnes aujourd'hui vont dans les médias parce qu'elles vont dans les médias que ça fait bien d'être sur un plateau télé et d'aller tenter de ferrailler avec tel ou tel. Il faut savoir de quoi on parle et comment on parle. Je suis toujours à la fois amusé et admiratif de voir Laurent ferrailler chez Pro, mais justement, là où c'est très intéressant, c'est de voir qu'il a affaire à des personnes qui sont charpentées idéologiquement. Donc on sait très bien ce qu'elles disent et ce qu'elles veulent dire, et on voit bien que c'est un feu roulant de propagande. Et quand il y a des arguments de gauche, on y répond plutôt par l'arrogance et la morgue que par l'argumentation. Et donc je crois qu'il faut réapprendre aussi cet art de la controverse. Et donc je crois que la dimension formation, même si on pense qu'aujourd'hui, le parti ne doit plus fournir tout ça parce qu'on est, entre guillemets, autosuffisant, on sait déjà, on a les livres, on a Wikipédia, etc. Non, je pense que cette dimension d'encadrement, elle compte. Vous savez, dans les pays nordiques, il y a peu de grands médias de gauche, ça ne les empêche pas d'être influents. Et si on va un petit peu plus loin dans un pays comme le Brésil, il faut quand même savoir que là, on l'a vu avec les affaires contre Lula et Dilma Rousseff, le système médiatique brésilien, il est tout sauf gauchisant. Hein. Et pour autant, ça n'empêche pas le Parti des travailleurs articulé sur son syndicat de construire à l'échelle du pays quelque chose qui marche dans l'opinion. Et aujourd'hui, Lula, indépendamment de son charisme et de l'impopularité de Bolsonaro, est quand même bien placé. Dans les sondages, il a toujours été bien placé parce que le pays est irrigué par cela, par une masse militante importante et formée, encadrée. N'oublions pas que ça a été bâti sous la dictature et qu'il a fallu après l'articuler pendant longtemps. Donc je pense qu'aujourd'hui, on peut rebâtir tout ça, mais malheureusement, je ne sais pas si on peut avoir des résultats très vite, parce que comme je le disais tout à l'heure, il faut se méfier de l'envie d'une rentabilité sondagière électorale immédiate. Cela, en revanche, l'histoire, c'est qu'elle est tragique, qu'elle fournit, qu'elle produit parfois des accidents, et qu'il vaut mieux être prêt quand ces accidents se produisent. Sinon, quand on n'est pas prêt, c'est d'autres qui prennent la place et pas forcément dans les meilleures dispositions pour l'avenir. Donc je crois qu'il faut arriver à bâtir ça. Comme on parlait de questions d'actualité, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une pensée de gauche sur la situation ukrainienne et sur l'après. Qu'est-ce que nous disons de cela? Et il faut assumer qu'on pense au-delà, j'allais dire, de l'émotion, c'est-à-dire comment est-ce qu'on bâtit l'après. Pour beaucoup d'entre nous qui avons le privilège de l'âge, il y a des références, des renvois à ce qui se passait avant 90. Dans la mesure où c'est pertinent ou pas, apprenons aussi de ce que cela a été et comment ça se passait à l'époque. Et je pense que c'est important parce que si la guerre et la continuation de la politique par d'autres moyens, l'inverse aussi est vrai, il y a un moment où quand les armes cesseront, Zelensky ne sera plus un héros mais un partenaire ou pas. Donc comment ça va s'articuler? Et il faut s'y préparer en sachant qu'on a bien vu que quand la question de l'adhésion de l'Ukraine a été posée, très rapidement, d'autres pays se sont engouffrés dans le débat. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à parler de ça? Bon. Donc, je pense qu'il faut avoir cette vision très large et on ne peut pas donc reconstruire sans ce regard, cet intérêt sur ce qui se passe au-delà de nos frontières, avec cette forme de curiosité, sachant que beaucoup de fondations et de partis sociodémocrates ou clairement de gauche s'intéressent beaucoup à ce que nous faisons et seraient tout à fait disponibles pour continuer la discussion à bâton rompu, publiquement ou en petit comité. Merci.
Pierre, il est 9h57. Est-ce qu'on peut prendre une dernière question? Bien sûr, oui, oui. Main levée. Monsieur Brassens, vous voulez poser votre question? Oui, merci. Je voulais d'abord prolonger la question posée par Xavier, parce qu'on voit bien que la gauche est de plus en plus divisée entre une gauche de gouvernement. Je suis quand même frappé de voir que beaucoup d'anciens militants socialistes sont restés chez Macron en disant finalement en même temps, c'est une politique de gauche, c'est-à-dire beaucoup de gens admettent que la gauche n'est pas forcément une politique de la demande, mais ça peut être une politique de l'offre selon la situation économique, mais qu'en même temps, beaucoup de nos militants sympathisants continuent à penser que la gauche, ça doit être une politique plus radicale, une politique de la demande, etc., et ne se retrouvent pas dans la gauche. Du coup, la gauche n'arrive pas à rassembler étant écartelée. Et deuxième facteur de fragilité, on a dit que les socialistes, ça a été souligné, à juste titre, tentaient de mieux incarner les dimensions écologistes. Et en même temps, beaucoup de personnes qui étaient profs de chez nous, qui étaient irriguées par le PS, considèrent que la dimension écologique devient beaucoup plus prépondérante, alors que dans un pays comme la France, beaucoup a été fait en matière de protection. Et du coup, les socialistes n'arrivent pas à incarner les deux bouts en même temps. Comment est-ce que concrètement, parce que ces constats-là, ils ont été faits pendant toute l'heure auquel on débat, comment est-ce que notre candidate, le PS, peut devenir la force centrale qui rassemble ces divisions alors qu'il est écartelé entre ces différentes tendances? Alors, c'est un sujet qu'on a résumé par une belle formule, mais qu'on n'a pas réussi à mettre en place, c'est-à-dire l'efficacité économique, produire de la richesse pour pouvoir la redistribuer, et donc utiliser cette richesse produite pour avoir des politiques sociales bien financées et ambitieuses. Et ensuite, tout ça sur fond d'une exigence écologique qui doit être portée pas simplement dans la consommation, la sobriété, mais dans la production. Et tout ça, c'est quelque chose que l'on a en tête depuis un certain temps. Mais là encore, c'est une question de travail et de ténacité, parce que oui, il y a des gens qui ont renoncé. Il n'y a pas que le gouvernement Hollande qu'on peut accuser d'avoir renoncé. Il y a un moment donné, des gens ont considéré que pour renforcer la gauche, il fallait aller dans un parti qui n'était pas de gauche et où la droite était influente. Bon, aujourd'hui, La République En Marche est un parti qui a des militants qui ne votent pas, qui ne pensent pas, qui ne produisent pas. Bon, qui ne désigne pas ses candidats et qui ne fournit pas l'idée. Ils ont les moyens de financer des séances, des instituts de formation, des think tanks, etc. Ils n'en font rien. Et il y a un refus de le faire. Ce n'est pas qu'ils n'y pensent pas, c'est qu'il y a un refus de le faire. Ensuite, dans l'écologie politique à la française, il n'y a pas eu une tentative chez eux, pour le coup, de faire comme leurs amis européens. Les écologistes néerlandais, par exemple, le parti GroenLinks, est un parti qui a damé le pion au Parti travailliste néerlandais, mais qui est un parti finalement assez centriste, beaucoup sur les questions de société, mais sur lequel se retrouvent des gens qui estiment que le travaillisme néerlandais, qui n'est quand même pas gauchisant, a achevé son histoire. Bon. Les écologistes nordiques sont réputés eurosceptiques, et les écologistes allemands ou autrichiens sont un parti résolument de gouvernement qui a aussi opéré une mue. Alors ça s'est fait à marche forcée avec Joschka Fischer et Danny Cohn-Bendit, mais en tout cas, il n'y a pas eu de retour en arrière, il n'y a pas eu, comme en France, chaque fois que les écologistes perdent une élection nationale, il y a un coup de barre à gauche qui se fait et ils sacrifient, par exemple, tous ceux qui ont été ministres. Vous avez dû remarquer cela, que l'expérience gouvernementale de ceux qui ont été des bons ministres d'ailleurs, écolo, n'est jamais utilisée par Europe Écologie Les Verts pour dire on se grandit et il reste toujours dans cette espèce de truc où il faut rester, cette espèce de gauche alternative un peu folklorique
finalement bien plus apparatchik que le PS, et qui se complaît dans une forme d'impuissance. Et donc, à un moment donné d'ailleurs, la première cause à laquelle qu'ils desservent, c'est celle de l'écologie politique, puisque leur intransigeance n'a rien de pédagogique. Bon, ce qui permet à certains de parler d'écologie punitive. Donc, il n'y a que dans la social-démocratie qu'on peut arriver à trouver tout ça. Et ce n'est pas par hasard si très tôt, dès les années 2000 et un petit peu avant, Laurent Fabius et Giraud Guibert avaient eux-mêmes employé l'expression de social-écologie, pressentant qu'il fallait reprendre ça. Giraud Guibert qui s'est recyclé, si je puis dire, dans la fabrique écologique, qui est aussi une tant qui a un intérêt. L'articulation de tout compte. Parce qu'il n'y a qu'au Parti socialiste qu'on voit bien la nécessité d'avoir des territoires où la production compte. Parler d'écologie et de nucléaire à Bernard Cazeneuve, qui connaît bien Cherbourg, c'est intéressant. Bon, on peut avoir des convictions et des valeurs, mais il faut savoir ce que ça traduit en termes de développement d'un territoire, en termes d'emploi, en termes de capacité à se reconvertir. Et la reconversion, elle ne se fait jamais de façon autoritaire. Bon, quand j'étais élu régional, nous avions ce fameux débat sur le triangle de Gonesse. On a résumé ça à la question d'Europa City, mais la question plus large étant celle du triangle de Gonesse, dans le Val d'Oise. On a bien vu comment la reconversion d'un territoire ne va pas de soi, et que on peut ni faire le Larzac partout en France tous les jours, ni évidemment bétonner partout. Tout ça doit se faire de façon raisonnée. Et ça n'est possible que dans le dialogue et pas dans le bras de fer. Les gens qui habitent dans un territoire donné veulent avoir un air pur, mais ils veulent aussi avoir une gare, ils veulent pouvoir travailler, ils peuvent pouvoir se déplacer sans difficulté et pouvoir consommer sans aller trop loin. Et tout ça est très, très important. Et c'est là-dessus qu'on peut, je crois, connecter avec l'ensemble des territoires. Donc, pour rester, il faut en avoir envie, il faut y croire. Et la croyance, ça compte. La croyance, ça compte parce que s'il n'y a pas de conviction et s'il n'y a que des intérêts, bien, en effet, oui, le PS deviendra ou sera réduit à un syndicat d'intérêt, qui aujourd'hui est bien peu intéressant. Et on sera sur des choses où ça sera des mobilisations saisonnières et on ne pourra rien construire sur la durée. Et quand c'est comme ça, eh bien, ça nourrit le scepticisme, le nihilisme, ça renforce l'abstention. Et puis, à certains moments, émergent des leaders populistes qui plaisent parce que ça fait plaisir. Mais ces poussées populistes, quand elles ne sont pas dangereuses, elles sont évidemment éphémères et on n'a pas besoin de ça pour remettre un pays sur pied. Il y a une dose de populisme chic, on va dire, chez Macron qui plaît encore. Ce n'est pas un populisme qui touche les catégories populaires, mais quand même, vous savez tous comment il exerce une fascination sur les gens. Mais il n'a pas le bonapartisme atteint très vite ses limites. Donc il faut aussi qu'on soit sur la reconstruction patiente et lente, méthodique d'un parti, à feu doux. Et puis, pour que ça infuse, il faut évidemment que ça fonctionne comme cela, qu'on arrive à mettre une série de bûches dans le foyer, pas simplement des brindilles, et puis que l'on soit là-dedans. Il y a une très très forte, il n'y a pas qu'une nécessité, il y a aussi une très forte attente et une grande disponibilité, même s'il y a de la résignation, dans le monde syndical. Je continue de penser qu'on ne refera pas non plus la gauche sans repenser le monde syndical, parce qu'il y a aussi des crises et des questions qui se posent dans le monde syndical et il faut arriver à y répondre, s'intéresser au débat dans le monde syndical, parce que la mutation du monde du travail, l'ubérisation et tout cela, on est loin de Billancourt, et donc la réorganisation de la défense des travailleurs, elle n'est pas mineure comme question. Et puis, sur la manière de bâtir une vie par l'émancipation, dans l'égalité, dans le rassemblement et pas dans l'accumulation des radicalités, chacun dans son secteur, dans son identité. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on s'arrête là? Laurent, peut-être un dernier point, non? Non, enfin, j'ai trouvé ça tout à fait passionnant, concret et à la fois théorique. Donc, c'est exactement ce qu'il nous faut pour nourrir nos réflexions.
Donc, merci beaucoup à Pierre qui nous rend grand service en nous consacrant tout ce temps. Mais de rien, je vous enverrai un petit élément écrit parce que les paroles s'envolent, mais des éléments écrits pour garder un bout de trace et de continuer la réflexion et évidemment à disposition pour d'autres conversations. D'accord. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup. Hein. Merci. Dans la version écrite, c'est bien. Merci à tous. Et bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.